Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de quelque chose qui, je pense, va parler à beaucoup d'entre vous, et notamment aux personnes qui écoutent ce podcast depuis longtemps, qui ont lu des livres, qui ont travaillé sur elles. Vous êtes sans doute au stade où vous avez compris plein de choses, où vous avez eu des prises de conscience sur vous, sur votre fonctionnement. Vous savez par exemple que vous avez le syndrome de la bonne élève, que vous avez besoin de bien faire, d'être irréprochable, parce que c'est comme ça que vous avez appris à avoir de la valeur. Ou bien vous avez identifié une peur de l'abandon, vous savez que c'est pour ça que vous avez tendance à suranalyser le moindre message, que vous en faites toujours un petit peu trop pour ne pas qu'on vous laisse tomber. Ou vous savez que vous avez tendance à fuir le conflit, que vous préférez prendre sur vous plutôt que créer un malaise et que vous finissez par vous sentir frustré ou pas respecté. Bref, vous avez mis des mots dessus, vous connaissez vos schémas, vous pouvez même expliquer d'où ça vient, à quel moment ça s'est installé pour certains ou certaines d'entre vous, et pourtant vous retombez dans vos automatismes. Par exemple, la semaine dernière, vous avez dit oui alors que vous pensiez dire non, par exemple. Et ça, c'est hyper frustrant. Encore plus, je trouve, quand on a conscience de tout ça. Parce que derrière, il y a cette question de bah, si je sais, si j'ai compris et que je le fais quand même, c'est qu'il y a un problème avec moi. Alors, je vous réponds tout de suite, non, il n'y a pas de problème avec vous. Et c'est pas non plus une question de volonté ni de motivation. Parce que souvent, on pense que c'est ça, en fait. On pense que bah, on manque de motivation, de volonté, de courage. Et en fait, en réalité, c'est juste que comprendre et changer, ce sont deux choses complètement différentes. Et ça, personne nous le dit. Donc aujourd'hui, on va voir d'abord pourquoi mieux se connaître, comprendre où est le problème, comprendre ses schémas, ça ne suffit pas à changer. Et ensuite, je vais vous partager 4 clés pour vraiment avancer, pour faire bouger les choses dans votre vie concrètement. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Steph Boulips, je suis coach personnel et professionnel depuis 6 ans maintenant. J'accompagne des femmes et parfois quelques hommes à se sentir confiantes, sereines et vraiment épanouies dans leur vie pro et aussi perso avec des coachings et des programmes d'accompagnement. Où justement d'ailleurs le but c'est de sortir de la compréhension simple, même si c'est important, et de passer à l'action, d'avancer concrètement. Alors attention, je suis pas du tout en train de vous dire que vous avez perdu votre temps en lisant, en écoutant. Au contraire, c'est hyper important de mettre des mots, de prendre du recul, de comprendre. Et quand on a ce moment où on a une prise de conscience, ce moment où ça fait tilt, c'est incroyable. Ça fait vraiment du bien de comprendre pourquoi on fonctionne comme ça. C'est comme si tout d'un coup les choses devenaient beaucoup plus claires. C'est pas juste que j'ai pas de volonté ou que je suis trop sensible ou que sais-je. Là, d'un coup, on a accès à autre chose. On comprend, par exemple, qu'on a appris très tôt à se faire toute petite parce que c'était comme ça qu'on avait la paix. Et tout d'un coup, bah, ça prend sens, et ça donne, aussi parfois un sentiment presque de retrouver un petit peu de contrôle. Donc mettre des mots, ça aide énormément. Et c'est d'ailleurs une des choses que j'essaye de vous apporter dans chaque épisode de ce podcast. Mais il peut y avoir un piège, c'est que cette sensation-là de compréhension, qui est hyper satisfaisante pour notre cerveau, bah, elle ressemble tellement à du progrès qu'on la confond avec du progrès. On a la sensation qu'on a avancé, alors oui, en quelque sorte, on a avancé, bien sûr, mais peut-être la moitié du chemin, la théorie. Et souvent, bah, il y a la deuxième partie, la pratique, et celle-ci, c'est parfois la plus difficile, et pour laquelle comprendre ne suffit pas. Et il y a 4 raisons à ça que moi j'ai identifiées. C'est important de les comprendre justement, mais on ne restera pas sur de la compréhension. C'est important de les comprendre parce que de un, moi je trouve que c'est assez déculpabilisant, et de 2, vous allez voir ensuite la logique de pourquoi je vous propose telle solution, telle clé dans la deuxième partie. Alors, la première raison pour laquelle mieux se connaître, ça ne suffit pas à changer, c'est que nos automatismes, ils nous apportent un bénéfice. Ce comportement que vous voulez changer, la procrastination, le people pleasing, trop vous excuser, éviter le conflit, etc., ça persiste parce que ça vous apporte quelque chose. Alors je sais que ça peut surprendre, parce qu'a priori on se dit, bah en fait j'ai rien à y gagner là-dedans, et au contraire j'y perds, ça me coûte, donc pourquoi je continue? Mais quand on regarde de plus près, un comportement, même s'il nous dessert, s'il persiste, c'est qu'il nous apporte quelque chose. Par exemple, le fait de procrastiner, ça peut être une manière d'éviter un potentiel échec, ou simplement l'anxiété qu'on ressent à l'idée de faire cette tâche. Dire oui alors qu'on voulait dire non parce que ça nous pèse, ça nous rajoute du travail, bah, au final, ça nous permet aussi d'éviter des tensions, ça évite de décevoir, ça évite que l'autre soit contrarié, ça vous évite de passer les 3 jours suivants à ruminer sur ce que la personne a pensé de vous. Donc ça, c'est un bénéfice. Et le problème, c'est que c'est un bénéfice court terme. C'est-à-dire que sur le moment, on est soulagé, mais c'est après que ça nous coûte. La frustration,
la fatigue, l'impression de ne pas être respecté, etc. Mais votre automatisme, lui, il résonne pas à dans 3 heures de temps ou dans 3 semaines. Il résonne à 3 secondes. Et encore, je suis gentille, c'est très rapide, c'est une fraction de seconde. Et c'est exactement pour ça que la volonté ne suffit pas. Vous n'êtes pas en train d'essayer d'arrêter de faire quelque chose de complètement inutile, vous êtes en train de demander à une partie de vous de renoncer à quelque chose qui sert une fonction, même si ça vous coûte. Alors forcément, il y a de la résistance. Raison numéro 2, c'est que l'automatisme, le réflexe, est plus rapide que la réflexion. Vous connaissez peut-être ce livre de Daniel Kahneman. Il est psychologue, économiste et il a écrit un livre qui s'appelle Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée. Il y dit que on a deux façons de penser qui tournent en parallèle. Il y a la partie de soi qui analyse, qui réfléchit, qui pèse le pour et le contre. C'est celle-là qui est en train d'écouter cet épisode là maintenant. Elle est très bien, elle est très utile, mais elle est lente. Elle demande un effort, c'est une réflexion. Et il y a une autre partie qui est beaucoup plus rapide, intuitive, émotionnelle, qui réagit avant même que vous ayez le temps de penser à quoi que ce soit. Et la grande majorité de nos décisions quotidiennes passent par ce mode rapide sans qu'on s'en rende compte. Je vous donne un exemple. Vous êtes en réunion, votre chef vous coupe la parole au milieu de votre phrase, vous décidez pas entre guillemets de vous taire. Vous faites pas une analyse coût-bénéfice en vous disant bon, est-ce que je reprends la parole ou pas? Non, c'est déjà fait, vous êtes déjà en train de dire ouais bah vas-y, je t'en prie. Et votre partie réfléchie, elle arrive après, souvent bien après. C'est à la fin de la réunion, c'est dans la voiture sur le chemin du retour, et c'est là où on pense à ce qu'on aurait dû dire, ce qu'on aurait dû faire, etc. Donc c'est exactement ça. La phrase «Je sais que je devrais faire autrement, mais je le fais pas», c'est votre système 2 qui a des ambitions de ce qu'il devrait faire, mais dans des situations où c'est le système 1 qui est rapide et qui a déjà agi ou réagi. Donc toute la compréhension que vous avez accumulée, elle parle à votre partie «lente» entre guillemets, et ce que vous voulez changer, ça se joue dans la partie rapide. Sauf que cette partie-là, elle apprend pas avec de l'information. Elle apprend par l'expérience, par la répétition, parce que vos automatismes, ils se sont construits comme ça, par la répétition, souvent assez tôt dans l'enfance par exemple. Si vous aviez un parent qui pouvait se mettre en colère d'un coup, eh ben peut-être que vous taire, ne pas déranger, anticiper l'humeur des autres, ça vous a assuré la paix et le calme dans la maison pendant beaucoup d'années. Et donc votre cerveau, il a enregistré cette information assez simple que se taire, c'est sécurisant. Se taire, ça me protège. Votre système nerveux a enregistré ce comportement comme la bonne réponse à adopter face à ce type de menace. Et aujourd'hui, bah, quand vous avez peur du conflit et quand votre cerveau il perçoit une menace potentielle, bah, vous n'osez rien dire, vous n'osez pas intervenir, ni contredire, ni donner votre avis, et ça se fait hyper rapidement. Et en soi, c'est utile parce que ça vous protège de cette potentielle menace, même si, et c'est ça le truc, au final, aujourd'hui, bah, il y a peut-être pas forcément de menace, il y a peut-être pas forcément de danger, même si moyen, long terme, ça vous coûte beaucoup plus de ne rien dire, ça impacte votre estime de vous, bah, votre cerveau, lui, il pense à maintenant, il pense à la survie, et c'est tout. Donc malheureusement, c'est pas en lisant une phrase dans un livre ou en ayant la prise de conscience que ça va suffire à changer, même si c'est un très bon livre. C'est un peu comme quand on apprend une langue. Vous pouvez lire 10 bouquins sur l'espagnol, vous pouvez connaître toute la grammaire, toutes les conjugaisons, vous ne parlerez pas espagnol pour autant. Pour parler espagnol, il faut ouvrir la bouche, dire des trucs approximatifs, se planter, avoir un accent bizarre, recommencer et faire ça plein de fois jusqu'à ce que ben voilà, on apprenne et qu'on s'améliore. Bah, le changement, c'est exactement pareil. Ça s'apprend en faisant mal, souvent, et plein de fois. Raison numéro 3, et celle-ci elle est un peu plus inconfortable, mais je vous la partage quand même, c'est que parfois comprendre, ça devient une bonne manière de pas changer. On cherche à comprendre, à analyser, et ça c'est en soi c'est une vraie qualité, bien entendu. Mais c'est aussi parfois un peu une cachette, parce que analyser, c'est «confortable» entre guillemets. C'est intéressant, ça donne l'impression de travailler sur soi et ça fait partie du travail sur soi bien sûr, mais il n'y a pas encore vraiment de risque. Alors bien sûr si vous travaillez sur des traumas, des choses comme ça, on est sur un autre registre, mais voilà, autrement il n'y a pas vraiment de risque. Alors que agir, c'est inconfortable. Ça vient avec de l'anxiété, ça vient avec des peurs, des doutes, ça peut mal se passer.
Et comme je vous disais avant, ça se fait en répétant, donc ça peut prendre du temps aussi, c'est dur. Et donc, sans même s'en rendre compte, on peut passer des années à approfondir la compréhension de quelque chose pour éviter le moment où il faudra faire quelque chose. Et parfois, c'est inconscient. On travaille sur soi, mais depuis une zone confortable. Et il y a une dernière chose que je veux vous partager avant de passer aux clés. J'en ai pas fait une raison à part entière parce qu'en réalité, c'est la conséquence de justement la difficulté à changer. Mais c'est ce qui fait qu'ensuite ça devient un cercle vicieux, c'est le sentiment de honte. Parce que souvent, quand on sait ce qu'on doit faire et qu'on n'y arrive pas, on s'en veut. Ça vient nourrir un sentiment de honte. Et ça peut venir créer un cercle vicieux. Parce que quand on sait pourquoi on fait les choses comme ça et ce qu'on devrait faire à la place, là, l'écart, il devient beaucoup plus visible. Je sais que je devrais répondre à ce mail et j'y réponds pas. Je sais que je devrais travailler, mais j'arrive pas à commencer. Je sais que cette tâche, elle prend 20 minutes et pourtant je la repousse depuis 3 jours. Ça devient un peu presque une défaillance personnelle, d'une difficulté qu'on rencontre, ça devient un jugement sur soi, du style, voilà, j'arrive pas à faire ce qu'il faut. Ça, c'est des choses que j'entends souvent en coaching: «J'arrive pas à faire ce qu'il faut, je suis nulle» et c'est justement ces reproches qui rendent l'action encore plus difficile. Parce qu'avec, ces reproches viennent la honte, la culpabilité, l'impression d'être nulle et donc comme j'ai pas envie de ressentir tout ça, bah, je passe encore moins à l'action et ça devient un cercle vicieux où je m'en veux encore plus et donc c'est encore plus compliqué enfin voilà, vous avez compris l'histoire. Donc avant, il y avait juste une tâche à faire et après, bah, il faut faire cette tâche avec en plus la honte qu'on peut ressentir de pas l'avoir faite avant, de pas y être arrivé les fois précédentes ou juste de pas arriver à le faire. C'est encore beaucoup plus difficile d'agir quand chaque tentative nous renvoie à un sentiment d'échec. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous le savez ici, je vous laisse jamais partir sans des choses concrètes à faire, sans des clés, sans des solutions. J'ai parfois des collègues qui me disent que j'en donne trop dans le podcast, mais moi je considère que bah, justement, juste comprendre, c'est bien, ça pourrait vous donner cette sensation déjà d'avoir avancé, mais je considère que c'est important de ne pas faire de rétention d'informations et de vous partager aussi des clés. Et ça n'empêche pas que depuis 6 ans, mes coachings sont pleins. Donc je remercie mes clientes pour leur confiance et vous également qui m'écoutez depuis toutes ces années. Alors si comprendre, mieux se connaître, ça ne suffit pas à changer, qu'est-ce qui marche? Comment transformer ça en un véritable changement? La première clé, c'est d'identifier le bénéfice caché et identifier un comportement moins coûteux. On l'a dit, si un comportement s'installe, c'est qu'il vous apporte quelque chose sur le moment. Donc la première chose, c'est d'aller voir de quoi il s'agit. Une question que vous pouvez vous poser, c'est: «Qu'est-ce que ça m'a évité là, sur le moment? Qu'est-ce que j'ai gagné en faisant ça?» Alors c'est pas toujours évident. Imaginons que vous avez passé 3 heures à peaufiner, ce rapport, alors que c'était pas forcément nécessaire et que ça vous a fait quitter, tard le soir le bureau. Bah, peut-être que ça vous protège de potentiellement une critique, un feedback négatif, de ressentir de la honte et que si tout est parfait, bah, voilà, personne ne pourra vous reprocher quoi que ce soit. Si vous avez tendance à vous dévaloriser, peut-être que c'est une manière de prendre les devants face à la critique et on se dit: «Bah, si je me critique moi-même, les autres pourront pas autant me blesser». En tout cas, on a cette croyance-là. Si on a tendance à être constamment occupé, c'est peut-être une manière d'éviter de se retrouver seul avec, ses pensées ou certaines émotions. Si on repousse une décision importante, ça nous permet peut-être d'éviter le risque de faire le mauvais choix. Donc prenez le temps de regarder ce que c'est pour vous dans votre situation, parce que ça, c'est l'info principale. Ça va vous permettre de voir que c'est pas juste irrationnel, que c'est pas juste un manque de volonté, que ce comportement, il n'est pas là pour vous embêter. Il essaye probablement de résoudre quelque chose pour vous, même si, à long terme, il vous coûte beaucoup plus qu'il vous apporte. Et une fois que vous avez identifié ce bénéfice caché, vous avez enfin quelque chose sur lequel travailler. Donc on s'arrête pas là, s'il vous plaît, parce que là, si on ne fait que ça, ce n'est que l'étape compréhension, encore une fois, ça fait du bien, mais là, on veut du changement. Donc on ne s'arrête pas là. Et maintenant, l'objectif, c'est de chercher comment remplacer ce comportement en, si c'est possible, conservant le bénéfice. Par exemple, si j'ai peur de faire une erreur et que je dois envoyer un mail important, ce que j'aurais tendance à faire, c'est peut-être relire 10 fois, 15 fois, vérifier chaque détail. Ce que je pourrais faire à la place, qui me sécurise quand même, si c'est le besoin que j'ai derrière,
bah, ça serait de définir à l'avance 3 critères qui doivent être vérifiés et qui sont vraiment importants pour que cet email, soit, efficace. Je les vérifie une fois ou allez, 2 fois et si ces critères-là sont validés, je considère que c'est terminé, j'envoie mon mail. Vous faites autre chose qui permet quand même de vous sécuriser, mais en vous prenant beaucoup moins de temps. Ce sera peut-être pas aussi sécurisant que revoir chaque détail 15 fois, mais c'est là où peut-être aussi un objectif, ça peut être d'apprendre à renoncer progressivement aux bénéfices. Accepter que je peux envoyer le mail, même si je suis pas 100 sûre. Et j'accepte qu'il puisse y avoir une erreur sur quelque autre chose dans le mail que mes critères que j'ai définis, et que c'est possible et que c'est pas grave. Et que le bénéfice de trouver ces potentielles erreurs, il vaut pas le coup. Il vaut pas ces 3 heures passées dessus, il vaut pas de rentrer tard chez moi le soir, par exemple. Donc là, c'est vraiment apprendre petit à petit à tolérer l'incertitude. Clé numéro 2, c'est créer un espace entre la situation et votre réaction. On a dit que c'est le système rapide qui agit avant que le système plus lent ait eu le temps de dire quoi que ce soit. Donc, on a besoin de créer un tout petit espace, un interstice entre l'impulsion et la réaction. Si par exemple vous avez tendance à toujours dire oui quand on vous demande quelque chose, l'espace, ça peut être une phrase tampon, quelque chose comme «Je vais regarder si je peux et je te redis». L'idée, c'est pas de réussir à dire non du premier coup, parce que si vous avez toujours l'habitude de dire oui, en fait, c'est trop compliqué. Le gap est beaucoup trop grand. Mais en disant cette phrase, vous vous créez l'espace qui vous permet d'avoir la réflexion. Parce que si vous répondez immédiatement et si vous attendez de vous-même de répondre immédiatement, bah vous allez répondre oui, parce que c'est comme ça que vous fonctionnez. Mais si vous dites à la personne que vous lui répondrez plus tard, ça vous laisse le temps de souffler, de réfléchir, de voilà, de prendre une décision avec votre système un peu plus réfléchi. La clé numéro 3, c'est de viser petit et de répéter. Enfin, c'est 2 choses, mais bon, je les ai mis ensemble. C'est de faire petit, des tout petits pas et de répéter beaucoup. On l'a dit, le système rapide, il apprend pas vraiment avec de l'information, mais avec de l'expérience répétée. Donc, pour changer, il vous faut créer de nouvelles expériences, de nouvelles preuves à votre cerveau que vous pouvez faire différemment et que rien de grave n'arrive. Chaque fois que vous dites non et que la personne en face se met pas en colère ou n'est pas déçue, ça compte. Chaque fois que vous donnez votre avis et qu'on vous rejette pas, ça compte. Chaque fois que vous vous excusez pas et que le monde continue de tourner, ça compte aussi. À force, ça va s'imprimer dans votre cerveau que c'est OK et surtout, c'est ça qui va devenir votre nouvel automatisme. Mais là, attention, il y a une erreur qu'on fait très souvent quand on veut changer et j'en avais parlé, je crois, dans l'épisode, je crois de tête que c'est l'épisode 96, comment changer une habitude. Une erreur qu'on fait souvent, c'est de se fixer un objectif qui correspond à la personne qu'on aimerait déjà être. Parce qu'on est super motivé et donc on vise trop haut. On se dit, bah voilà, je vais avoir cette discussion avec ma mère ou avec mon boss. Ou à partir de maintenant, je vais faire du sport 3 fois par semaine alors que j'en fais pas du tout. Ou je vais arrêter de procrastiner. Bref, c'est beaucoup trop gros, c'est trop d'enjeux, c'est trop d'émotions. Et le risque, c'est de pas y arriver et d'avoir ce sentiment d'échec, de honte, etc. Donc commencez tout petit, mais vraiment tellement petit que vous pourriez presque vous dire, ben en fait, ça va servir à rien. Mais ça, c'est bien. Commencez là où l'enjeu est presque nul et où si vous vous plantez, bah, il y aura pas vraiment de conséquences. Parce que ce sont déjà des pas et c'est comme ça qu'on apprend. Et plus vous répétez cette nouvelle réponse, plus elle devient familière, plus vous gagnez confiance en vous, moins ça demande d'efforts, de négociations intérieures, et plus voilà, ça va devenir facile et de moins en moins inconfortable. Et justement, en parlant de inconfortable, c'est la clé numéro 4, c'est accepter que ce soit inconfortable. C'est vraiment une chose qu'on oublie souvent quand on veut changer. On imagine qu'une fois qu'on aura compris ce qu'il faut faire, qu'on aura identifié nos automatismes, qu'on aura les bons outils, ça devrait devenir facile presque. Mais non. Et c'est probablement une des choses les plus importantes à intégrer, c'est que faire différemment, c'est, j'allais dire toujours, mais voilà, c'est souvent, toujours inconfortable. Même quand c'est exactement ce qu'il faut faire, même quand c'est quelque chose qui potentiellement va nous faire du bien, changer, c'est inconfortable. Parce que notre cerveau, lui, il cherche pas forcément ce qui est bon pour nous
à long terme, il cherche ce qui est connu, il cherche ce qui est familier, il cherche ce qui est confortable à l'instant T, ou en tout cas qui nous permet de réduire rapidement l'inconfort. Donc si pendant des années, vous avez appris à vous rassurer en contrôlant tout, à éviter la critique en étant irréprochable, à éviter le rejet en disant oui, ou à éviter le risque en réfléchissant énormément avant d'agir, bah, le jour où vous faites autrement, il est fort possible que quelque chose en vous vienne dire attention, danger. Et c'est là où on peut faire une confusion qui est très importante, qui est de prendre l'inconfort pour le signal que on a mal agi, comme le signal, un signal d'erreur, comme une preuve qu'on a mal fait. Pour reprendre cet exemple de dire non que j'ai repris plein de fois aujourd'hui, si vous osez enfin dire non alors que d'habitude vous êtes un ou une people pleaser, bah, il y a de très très fortes chances que vous vous sentiez coupable, que dans les heures qui suivent, vous ruminiez. Vous allez vous dire que vous avez peut-être été un peu sèche, que vous n'avez pas été très sympa, que ah là là, peut-être que la personne l'a mal pris. Et votre cerveau va sans doute vous dire, bah voilà, en fait, si je me sens aussi mal, c'est probablement que j'ai fait quelque chose de mal. Et donc peut-être que je devrais lui envoyer un message pour arrondir les angles. Sauf que non, le fait de vous sentir coupable ne prouve pas que vous avez fait quelque chose de mal. Et si vous cherchez à immédiatement faire disparaître cette culpabilité, en vous justifiant, en vous excusant, en revenant sur votre décision, bah, vous n'allez pas laisser à votre cerveau l'occasion d'apprendre que vous pouvez ressentir cet inconfort et que c'est ok et qu'en fait il va rien se passer. Parce que si on sort des projections, ce que vous imaginez que la personne a pensé, ce qu'elle a peut-être ressenti, et qu'on regarde les faits, bah, en fait il s'est peut-être rien passé de grave. Et au pire, elle était contrariée 5 minutes et elle a trouvé une solution. Donc rappelez-vous, ce malaise que vous ressentez n'est pas forcément un signal que vous avez mal agi. C'est simplement le prix temporaire qu'on a à payer pour sortir d'un ancien automatisme. Et ça, c'est important parce que si vous attendez de plus être anxieuse ou anxieux, de plus culpabiliser, de plus douter pour agir différemment, bah, vous risquez d'attendre longtemps. Donc oui, ça va être inconfortable, mais vous pouvez apprendre à tolérer cet inconfort sans chercher à tout de suite le faire disparaître. Et moi, il y a une chose que j'aime bien me dire personnellement, une phrase que je me dis régulièrement, c'est je peux ressentir cet inconfort et quand même faire ce qui est important pour moi. Tout cela étant dit, je vais être honnête avec vous, faire tout ça seul, c'est pas toujours facile. Pas parce qu'on serait incapable de changer seul, pas du tout, mais parce que quand on est seul avec ses propres schémas, c'est pas toujours évident de voir ce qu'on voit pas, de sortir de nos propres raisonnements, de voir certains angles morts. Et puis parfois, et ça je le vois souvent en coaching, on est parfois très fort, et même sur moi hein, d'ailleurs, hein, on est parfois très fort, très forte pour se raconter des explications qui tiennent debout, mais qui nous aident pas vraiment. Et c'est là où c'est important d'avoir quelqu'un en face qui pose les questions qu'on se pose pas, qui nous challenge, qui nous pousse à sortir de la compréhension et nous aide à passer à l'action, et qui est là aussi dans les moments où on doute, qui nous aide à continuer quand on est découragé. Ça peut vraiment faire une différence et c'est notamment ce que permet le coaching. Je vous aide à identifier ce qui bloque vraiment et à passer à l'action, c'est hyper concret, mais ça se fait petit à petit, en étant accompagné avec un cadre qui fait que oui, c'est un peu inconfortable par moment, mais on le fait parce que ça a du sens, parce qu'on sait que ce qu'il y a derrière, c'est plus important encore, et on se sent vraiment avancé et en sécurité. Et quand c'est dur, quand ça marche pas, parce que ça arrive aussi, on en reparle, on regarde ce qui s'est passé, à quel moment ça a bloqué, et on ajuste pour la fois d'après. Et c'est ça qui change tout, je trouve, parce que toute seule, quand on n'y arrive pas, on peut vite avoir tendance à se dire, bah voilà, j'y arrive pas, je suis nulle, et on retombe un petit peu dans le cercle dont on a parlé. Alors que à deux, et surtout avec un ou une professionnelle de l'accompagnement en face, bah, on analyse ce qui s'est passé, on trouve des solutions et on avance. Donc si en écoutant cet épisode, vous vous êtes reconnu, vous avez l'impression de comprendre vos schémas, mais de tourner en rond, vous en avez marre de savoir sans arriver à faire et à changer concrètement, bah, je vous propose qu'on en parle lors d'un appel découverte. C'est un appel de 30 minutes qui est sans engagement, où on fait le point sur votre situation, sur ce qui vous bloque concrètement, et je vous dis honnêtement si je pense pouvoir vous aider ou non.
Je vous mets le lien dans la description de ce podcast et vous pouvez aussi le retrouver comme d'habitude dans ma bio sur Instagram. Mon Instagram c'est Steph Blue Lips, ça s'écrit Stef Bluelips. Faisons un petit récap de ce qu'on s'est dit dans cet épisode sur pourquoi, même quand on se connaît, même quand on a compris, on n'arrive pas à changer. C'est d'abord parce que ce comportement, il vous apporte quelque chose sur le moment, même s'il vous coûte cher ensuite. C'est parce que votre partie rapide agit avant que votre partie réfléchie ait eu le temps d'intervenir et que cette partie-là, ce système rapide, il apprend pas avec des informations, mais avec de l'expérience répétée. C'est parce que parfois, sans s'en rendre compte, on continue de creuser la compréhension pour éviter le moment où il faudra faire quelque chose. Et je ne l'ai pas précisé avant, mais il y a d'autres raisons, mais celles-ci, ce sont les principales et c'est celles qui bloquent le plus pour beaucoup de personnes. Donc ce que je vous recommande, c'est un, identifier ce fameux bénéfice caché du comportement que vous n'arrivez pas à changer pour ensuite trouver une alternative. En fait, ça fait deux parties dans le point 1, mais vous m'avez comprise. Le point 2, c'est créer un espace entre la situation et votre réaction pour laisser autant à votre système lent de prendre le relais. Troisième point, c'est de faire différemment, mais de viser tout petit, tout petit, tout petit et répéter. Surtout, c'est la répétition qui va être la clé. Et en quatrième point, accepter que ça va être inconfortable, que ça va être pas simple, mais c'est pour la bonne cause. Et souvenez-vous que l'inconfort, c'est pas le signe que vous faites mal, que vous êtes trompé, c'est juste le signe que vous êtes en train de faire quelque chose de nouveau. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous, c'est comme ça qu'il est découvert par toujours plus de personnes. D'ailleurs, nous avons passé les 5 millions d'écoutes, on est bien au-delà déjà et je n'avais absolument pas remarqué. Mais voilà, en tout cas, je vous remercie pour ça parce que c'est vraiment fou, enfin incroyable. Donc merci parce que c'est grâce à vous et c'est ce qui me motive à toujours continuer ce podcast. Donc merci pour ça. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, semaine et je vous dis à dans 15 jours. Ciao!